Lefebvre qui devait initialement faire cette présentation. Malheureusement, elle est malade, donc je la remplace un peu au pied levé. Donc, si tout se passe bien, il faudra la remercier. Si ça se passe mal, ce sera de ma faute. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà, je suis responsable air protégé au sein du comité français de l'IUCN. Donc, je coordonne les activités en lien avec les aires protégées, donc, dont notamment la liste verte. Au préalable, j'étais sur les missions d'animation de toutes les thématiques sur le patrimoine mondial et la naturalité de la libre évolution. J'avais travaillé aussi sur le réseau francophone de la liste verte. Et avant ça, j'ai une expérience plutôt sur l'évaluation de l'efficacité de gestion dans les pays d'Afrique centrale. Donc voilà un peu mon parcours et mon lien avec les aires protégées. Donc je vous propose de faire cette petite présentation de 20 minutes. Donc surtout, si je suis trop long, n'hésitez pas à me le signaler, que je puisse adapter mon temps de parole et surtout que vous puissiez avoir du temps euh, pour, euh, pour poser des questions. Est-ce que vous voyez bien l'écran, la présentation, pardon? Oui, Alors là, c'est parfait. voilà. Hop, excusez-moi, j'ai un petit problème de, euh, de setup. OK, donc c'est bon. Et donc, vu que c'est une découverte pour beaucoup d'entre vous, je vous propose d'aller simplement sur la liste verte et de comprendre un peu ce que c'est et comment elle fonctionne. Euh, la liste verte, l'objectif initial, c'est un programme pour surtout reconnaître la qualité de gestion des aires protégées. Voilà, que les aires protégées aient conservé aussi. Alors aujourd'hui, on n'a pas d'aires conservées qui sont reconnues liste verte, en tout cas en France, qui soient donc des aires protégées gérées efficacement, équitablement et offrant aux populations et à la nature des résultats durables de conservation à travers le monde. Donc ça, c'est au niveau de l'IUCN. On retrouve aussi dans la stratégie nationale des aires protégées, il fait mention de la SNAP au niveau de deux objectifs, enfin de deux mesures. Celui sur renforcer la méthode de pilotage, d'évaluation et d'adaptation de la gestion des aires protégées, où il est indiqué que les sites, enfin les aires protégées françaises seront encouragées à candidater à la liste verte. Il y a même dans le plan d'action une action spécifique sur l'engagement des aires protégées sur la liste verte. Et dans l'objectif 5, la mesure 14, sur conforter la coopération internationale et la place des aires protégées françaises dans les réseaux internationaux. La liste verte est reconnue justement comme un des réseaux pouvant faciliter l'intégration et puis la mise en avant des aires protégées à l'échelle internationale. D'où vient la liste verte? Pardon. Alors d'abord, qu'est-ce que la liste verte de l'UICN? Trois composantes. Ce n'est pas qu'un label, c'est avant tout un standard de qualité sur la gestion et l'efficacité des aires protégées. Donc, c'est un label de qualité dans le sens où ça pose des critères, des indicateurs de qualité qui sont à atteindre. Alors, vu que c'est un standard, on peut l'utiliser comme on veut. On peut utiliser une partie du standard pour réfléchir à sa gestion, comme on peut utiliser la totalité du standard pour se fixer des hautes ambitions de qualité de gestion. Et le deuxième composante, c'est que c'est un label qui voilà, reconnaît l'atteinte de ce standard de qualité. Donc, je reviendrai après sur comment candidater à ce label. Et enfin, en troisième point, c'est un réseau de gestionnaires, c'est-à-dire que c'est une communauté aussi de professionnels de la conservation de la nature, gestionnaires, mais aussi experts de l'évaluation, naturalistes, qui forment une communauté sur lesquelles dans laquelle il y a une volonté d'entraide et surtout d'échange de bonnes pratiques d'expériences pour apprendre les uns des autres. L'émergence de la liste verte. D'où elle vient, la liste verte? En fait, ça a été lors du Congrès mondial de la nature de l'IUCN. Donc, le Congrès mondial de la nature a lieu tous les 4 ans et réunit tous les membres de l'IUCN qui votent notamment des motions qui se transforment ensuite en résolution, en recommandation. Donc, résolution, c'est ce que l'IUCN s'applique à elle-même et les recommandations, c'est ce que l'IUCN
enfin, les membres de l'UICN demandent aux autres acteurs de la conservation de la nature. Et donc, en Corée du Sud, en 2012, il y a une résolution de l'UICN sur l'initiative du green listing, donc de reconnaître la bonne gestion des aires protégées. Pourquoi le green listing? Parce qu'en fait, initialement, l'UICN est surtout connu pour la liste rouge des espèces, qui est un outil très pratique pour savoir comment mobiliser les efforts de conservation sur les espèces. Mais la liste rouge a une approche, on va dire, entre guillemets, négative, dans le sens où elle alerte. L'objectif ici, à travers un green listing, c'était de mettre en avant les succès aussi et toutes les bonnes pratiques et le bon travail des acteurs de la conservation de la nature. Donc, il y a une requête ensuite de la Convention sur la diversité biologique à l'attention notamment de la Commission mondiale des aires protégées et du programme des aires protégées de l'IUCN sur l'atteinte de la cible 11 d'Aichi qui visait à avoir, il y avait un objectif quantitatif, à atteindre les 17% de surface terrestre protégée. Mais aussi un objectif qualitatif, et la liste verte venait répondre. Donc voilà, deux objectifs principaux: éviter les aires protégées de papier, c'est-à-dire atteindre les 17% sur le papier, mais dans les faits, la gestion n'est pas au rendez-vous. Et puis voilà, se concentrer les efforts enfin les efforts, la focale sur l'efficacité, l'équité de gestion, donc s'assurer qu'on a des critères de qualité. Et donc, la liste verte a été lancée en 2013, il y a un petit peu plus de 10 ans. Euh, donc, je vais passer rapidement, mais voilà, ensuite, sur la COP 13, biodiversité, il y a une volonté de promouvoir la liste verte, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est lors de la COP 15, dans le cadre du cadre mondial pour la biodiversité, la liste verte est reconnue comme un indicateur complémentaire fixé par la Convention pour l'atteinte de la cible 3, cette fameuse cible 30-30, 30% d'air protégé, d'air protégé et conservé sur le milieu terrestre et marin d'ici 2030. Et donc, la liste verte est un indicateur sur la qualité de gestion et donc l'atteinte de cette cible 30-30. Alors, les acteurs du réseau français de la liste verte, donc il y a 4 acteurs. Donc, l'acteur principal, les acteurs principaux qui sont au centre du dispositif, ce sont les sites, les gestionnaires qui sont déjà inscrits. Vous allez voir, lorsqu'on est inscrit, le travail n'est pas fini. Il y a des renouvellements, notamment de labels et des évaluations à mi-parcours tous les 5 ans. Donc, il y a une volonté de devoir maintenir ce label. Et puis, ils peuvent aussi également, lorsqu'ils ont le temps, parce qu'on sait que le travail de gestionnaire, c'est difficile de se dégager du temps, ils peuvent aussi accompagner de nouveaux candidats. Et puis, il y a les gestionnaires des sites candidats qui portent les dossiers de candidature. Vous avez ensuite l'équipe liste verte du comité français de l'UICN, donc Laurie et moi-même, et plus principalement Laurie. Je pense que Frédéric et Guillaume vous le témoigneront, ils ont surtout eu affaire à Laurie, qui accompagne les gestionnaires sur les renouvellements de labels, sur les dossiers de candidature, mais on organise et on anime aussi le groupe d'experts liste verte, donc je vais venir juste après, qui a pour objectif et pour mission le développement de la liste verte en France, mais aussi de valider les dossiers de candidature avant de les passer au panel international qui va les valider. Donc, vous avez aujourd'hui dans le groupe d'experts liste verte, on a 13 experts évaluateurs, 7 experts associés. Donc, ils ne sont pas sur les évaluations de candidature, mais plus sur sur la dimension stratégie et développement de la liste verte, et puis le président Jean-Philippe Ciblé. Et on a aussi l'examinatrice qui s'assure, puisque comme c'est un label, en fait, on a tout un système de contrôle qualité via ASI, qui est une structure internationale qui vérifie justement que l'on respecte bien les procédures, que ce soit au niveau des candidatures et des renouvellements, et donc qui va certifier de la qualité de notre travail et du respect des procédures. Je vois qu'il me reste 10 minutes, donc je vais accélérer un petit peu le pas. Une petite carte pour vous montrer où on en est actuellement sur les sites lauréats et candidats. Donc aujourd'hui, on a 23 sites. Et alors,
pas aujourd'hui, c'était il y a 2 semaines, on avait 23 sites. Aujourd'hui, on a 24 sites qui sont labellisés liste verte, puisque la réserve naturelle régionale du Val-Suzon n'est plus candidat, mais a été labellisée par le panel international le 18 et le 19 avril dernier. Et on a eu les résultats, enfin, ils nous ont communiqué les résultats il y a 2 semaines. Et donc aujourd'hui, voilà, on a 24 sites labellisés et 2 sites candidats, mais peut-être grâce à vous, on aura bientôt plus de sites candidats. Euh, où on a 7 collectivités territoriales qui sont engagées dans la liste verte. Donc Bouches-du-Rhône, qui était très présent dès le début de la liste verte, avec notamment des réserves naturelles régionales, nationales, avec aussi parc marin. On a Épage, Doubs et Auloué. C'est la RNR Val-Suzon, si je ne me trompe pas. On a aussi les départements de l'Essonne, de la Seine-et-Marne, où là, on a plutôt des ENS qui ont été labellisés. Les Pyrénées-Orientales, donc le parc marin de la Côte Bleue, j'en parlais tout à l'heure, puisque c'est dirigé par un syndicat mixte. Et enfin, le PNR des Vosges du Nord. La liste verte dans le monde, donc là vous voyez les pays qui sont aujourd'hui engagés dans la liste verte. Alors ça c'est une carte de 2022, donc aujourd'hui on a plus de pays, on a notamment une grosse tache verte au milieu de l'Afrique avec la République démocratique du Congo qui a rejoint le dispositif également. Et voilà, on a aussi un réseau francophone qui, voilà, on va redynamiser, on prévoit de redynamiser ce réseau francophone, notamment avec l'émergence de plus en plus de candidats dans les pays francophones et de groupes d'experts liste verte. Euh, alors, ensuite, comment le standard est structuré? Donc, ça, c'est ce qui va vous intéresser un peu plus précisément. Donc, le standard, en fait, il est constitué de 4 piliers qui se déclinent ensuite en 17 critères et 50 indicateurs. On y reviendra un peu plus tard. Les 4 piliers, donc le premier pilier, c'est celui de la bonne gouvernance. Comment sont prises les décisions au niveau de la gestion de l'aire protégée. Donc voilà, est-ce que d'un point de vue transparence, d'un point de vue équité, d'un point de vue prise en compte des parties prenantes, voilà, ce sont ces éléments qui vont être pris en compte. Le deuxième, c'est conception et planification de l'aire protégée. Donc ça concerne bah, voilà, tout ce qui est délimitation, réglementation, statut, identification des menaces et des enjeux. Ensuite, on a tout ce qui va être gestion efficace, donc comment l'air protégé est géré, quelles sont les activités, comment on gère les menaces, comment on gère l'air protégé dans le contexte socio-économique dans lequel elle est intégrée, etc. Et ensuite, ces 3 piliers doivent répondre, enfin doivent permettre d'atteindre une conservation réussie. Donc, c'est le troisième et quatrième pilier. Donc, conservation réussie, donc c'est de démontrer les résultats positifs, un impact positif sur les valeurs naturelles, évidemment, les valeurs naturelles, les valeurs cibles de l'aire protégée, mais aussi les services écosystémiques et les valeurs culturelles. Alors, ça paraît être la base, mais c'est parfois difficile aussi d'arriver à démontrer, notamment d'avoir des chiffres, des études sur les services écosystémiques, sur les valeurs culturelles. Donc, on en a bien conscience, mais voilà, ça fait partie des éléments aussi à démontrer de l'impact positif de l'air protégé sur ces trois aspects. Donc, vous voyez ici les 4 piliers et les 17 critères que l'on retrouve dans les 4 différents piliers. Je ne sais pas si vous voyez assez bien sur vos écrans, mais voilà, vous voyez au niveau de la gouvernance, garantir la légitimité et l'expression des opinions, atteindre la transparence et la responsabilité dans les prises de décision, et permettre la vitalité de la gouvernance et la capacité d'adaptation de la gestion. Donc voilà, sur la conception, planification solide, donc les valeurs principales, concevoir la conception du site pour la conservation à long terme, comprendre les menaces et les défis, et puis comprendre le contexte socio-économique, etc., pour la gestion efficace et la conservation réussie. Petit focus sur le pilier 1, sur la bonne gouvernance, pour essayer de rentrer un peu plus dans le détail de comment
se constituent les différents piliers, indicateurs et critères, critères et indicateurs. Donc, vous voyez, pour le pilier 1, vous avez les trois différents critères avec une définition qui est donnée. Si je prends le premier critère qui est garantir la légitimité et l'expression des opinions, donc voilà, il existe une gouvernance clairement définie, légitime, équitable et fonctionnelle via laquelle les intérêts de la société civile des ayants droit sont équitablement représentés et traités, y compris ceux relatifs à l'établissement et la désignation du site. Donc, pour atteindre ce critère-là, il va falloir répondre à cette définition et démontrer qu'on arrive à garantir cette légitimité et expression des opinions. Et si on regarde les différents indicateurs qui sont rattachés à ce premier critère, vous voyez, il y a 6 indicateurs. Donc, la structure de la gouvernance du site est clairement définie et documentée. Elle est en accord avec les spécifications pertinentes des autorités nationales, régionales, locales ou coutumières. Donc, alors c'est sûr que coutumière en France métropolitaine, on va être un peu moins concerné que certains territoires d'outre-mer ou d'autres États où les contextes sont différents. Mais voilà, il y a cette dimension aussi coutumière qui est prise en compte. Donc, on a aussi, si je prends le 1.5, dispositif de gouvernance contribue à l'équité entre les sexes en ce qui concerne la gestion du site. Donc ça, c'est un des critères qui est parfois complexe à démontrer. Indicateur. Le système de gouvernance effectivement mis en place est en adéquation avec le type de gouvernance de l'aire protégée, donc selon les critères UCN, et accepté par les parties prenantes concernées. Donc vous voyez comment se décline le pilier, les différents critères de ce pilier, et chaque indicateur pour les différents critères. Et donc, pour atteindre pour avoir le label, il faut répondre à tous ces critères, à ces 50 critères. Donc, comment se passe la candidature au label liste verte? Donc, il y a 3 phases. La première qui est la phase de demande, donc qui est une phase pré-candidature, où en fait le site va un peu se tester pour voir sa position par rapport aux standards de la liste verte et voir si il souhaite se lancer dans un processus de candidature. Donc, il y a un formulaire qui est disponible sur le site internet Compass et sur lequel il sera demandé de faire une auto-évaluation des 17 critères et de 5 indicateurs de la phase de demande. Donc, sur les 50 indicateurs, il n'y aura que 5 qui seront demandés d'être renseignés. Et ensuite, sur base de cette auto-évaluation, il va y avoir une présentation du dossier au groupe d'experts français de la liste verte. Et à l'issue de cette présentation, si le site souhaite s'engager dans une phase de candidature, il va être désigné un accompagnateur pour accompagner le site dans la construction de son dossier et un rapporteur qui fera le lien entre le site et le groupe d'experts liste verte. Au niveau de la phase candidature, donc une fois que la phase de demande a été acceptée, phase candidature, donc là, on passe à l'auto-évaluation des 45 autres critères de la phase de candidature. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'IUCN a développé ce qu'ils appellent l'IBEX, qui est un outil d'auto-évaluation qui permet de remplir de manière assez intuitive les différents critères et d'avoir, en fonction de comment sont remplis ces critères, une évaluation par rapport à l'atteinte des différents critères. Donc, phase de candidature, on continue donc l'auto-évaluation des 45 autres indicateurs. Il y a aussi le besoin de déposer une bonne pratique sur la plateforme Panorama. Donc voilà, c'est un projet que vous souhaitez mettre en avant et qui est en lien et qui répond à des indicateurs de la liste verte. Plateforme Panorama, c'est une plateforme mise en place par l'IUCN et l'ICOMOS qui recense des bonnes pratiques et qui a pour objectif des retours d'expérience et voilà, favoriser le retour d'expérience entre les gestionnaires pour qu'ils puissent s'inspirer les uns des autres. Ensuite, il y a une visite par le rapporteur sur le site et une consultation des parties prenantes de l'aire protégée. Une fois que ce travail avec le rapporteur est finalisé et que la consultation est faite, l'auto-évaluation est présentée par le gestionnaire au groupe d'experts liste verte.
et le rapporteur présente le dossier pardon, l'examinateur présente le dossier d'évaluation. Pareil dans ce groupe d'experts liste verte, le groupe d'experts liste verte France, et qui va être la première phase de validation du dossier de candidature. Il sera ensuite transmis, pardon, oui, l'évaluateur va présenter au sein du groupe d'experts. Et ensuite, le dossier, une fois qu'il est validé au sein du groupe d'experts, va être transmis à l'examinateur qui valide le respect des procédures et des processus avant qu'il soit envoyé au panel d'experts liste verte, qui est un panel international de l'ICN qui va finaliser, enfin qui va valider la validation finale du dossier de candidature. Et une fois qu'on a obtenu ce label, donc le travail n'est pas fini, le label est obtenu pour 5 ans et il y a une évaluation à mi-parcours, donc tous les 2 ans et demi, et un renouvellement tous les 5 ans. Sachant que voilà, les gestionnaires, on a eu plusieurs retours. Il y en a pour qui l'évaluation à mi-parcours, 2 ans et demi, c'était beaucoup trop court par rapport à tout le travail fourni lors de la phase de candidature. Mais certains nous ont dit aussi qu'au contraire, ils étaient contents de nous revoir au bout de 2 ans et demi pour pouvoir continuer le travail amorcé et puis aussi remobiliser les troupes. Donc voilà, on sait que c'est un pas de temps qui est assez court, mais on a eu des retours différents en fonction des gestionnaires. La réévaluation à mi-parcours, pardon, voilà, donc là, c'est par exemple dans le cas de la réserve naturelle de l'île du Grand Connétable. Donc, la réévaluation à mi-parcours, c'est un petit exercice, mais c'est surtout le renouvellement du label qui nécessite de réitérer les opérations qui ont été réalisées lors de la phase de candidature, sachant que vu que le travail de candidature a déjà été fait, les indicateurs ont déjà été renseignés, il s'agit surtout de mettre à jour les indicateurs par rapport à l'évolution du site et aux travaux engagés. Et il y a une phrase qui est importante, c'est le cheminement vers l'obtention du label liste verte est tout aussi importante que son attribution. Tout l'intérêt de ce standard et de ce processus de candidature, c'est d'être dans une démarche d'amélioration de la gestion et de se fixer des objectifs. Après, obtenir le label ou non, le plus important, voilà, c'est d'être dans cette démarche d'amélioration. Je vois que j'ai un petit peu dépassé mon temps. Une chose importante quand même, c'est le temps et le coût à prévoir pour une candidature. C'est pas anodin. C'est pas forcément de l'argent sonnant et trébuchant, mais c'est du temps de travail. Donc derrière du temps de travail, c'est de la mobilisation de l'équipe technique. Donc à travers ce temps de travail, c'est aussi le financement de ce temps de travail. En gros, entre une année, pour une phase de candidature, entre le début de la phase de candidature et l'obtention du label et la labellisation, il faut compter en moyenne 1 an quand le panel de la liste verte fonctionne à plein régime, mais ce qui est à nouveau le cas. On a eu un petit peu de temps de latence sur ces dernières années, mais les choses rentrent dans l'ordre. Voilà, si le site n'a pas d'emblée atteint le standard de la liste verte, du temps supplémentaire est prévu. L'intérêt, comme je vous le disais tout de suite, c'est d'être dans une démarche d'amélioration. L'intérêt de se confronter à ce label, c'est de voir les thématiques, les aspects de la gestion sur lesquels on peut s'améliorer. Et ce qu'il faut prendre en compte pour le gestionnaire, donc c'est le temps de monter ce dossier de candidature et les temps de réunion avec l'équipe liste verte du comité français de l'UCN, l'accompagnateur, si besoin et sur demande du candidat, sur le rapporteur qui va venir sur le terrain faire une visite de terrain entre 1 et 3 jours. Alors pour les parcs nationaux, on a des collègues qui sont même restés 1 semaine, et les réunions avec le groupe d'experts français de la liste verte. Sachant que normalement le défraiement du rapporteur pour sa visite sur le terrain est pris en charge par le candidat. Nous, on a une petite enveloppe, mais malheureusement, on n'a pas une enveloppe suffisamment importante pour couvrir les déplacements des rapporteurs sur toutes les candidatures.
Et je finis sur les plus-values, puisque c'est quand même ça qui va vous intéresser. C'est les listes vertes, donc c'est avoir accès donc, à un accompagnement sur le long terme, donc à travers les échanges avec le rapporteur, avec l'équipe technique, avec aussi les experts du groupe d'experts liste verte. Là, l'année dernière, on a eu 8 renouvellements de labels et on a eu pas mal de retours de gestionnaires qui trouvaient ça intéressant voilà, de se reconfronter au groupe d'experts liste verte, à leur positionnement, enfin à leurs conseils sur la gestion et sur les points de vigilance. C'est une aventure collective. L'objectif, c'est de mobiliser non pas que les gestionnaires, mais aussi toutes les parties prenantes. Si je prends l'exemple de la baie de Seine occidentale, grâce à la liste verte, ils ont utilisé la liste verte comme levier pour renouer le dialogue avec les pêcheurs et mettre en place des arrêtés de pêche. L'intégration de nouvelles thématiques clés, ça permet aussi voilà, d'explorer des thématiques qui peuvent parfois passer sous le radar au niveau de la gouvernance, au niveau du changement climatique, par exemple, le patrimoine culturel. Par exemple, la RNR du Val-Suson nous ont dit que voilà, la candidature liste verte, ça leur a permis, ils avaient ça dans les tuyaux de travailler sur le changement climatique, mais ça les a notamment incité à franchir le pas sur ce dossier-là. Une aide à la construction et à l'évaluation des plans de gestion. Donc, comme c'est un standard, en fait, on peut s'appuyer dessus pour soit les renouvellements des plans de gestion, soit pour construire un plan de gestion. Actuellement, on est en discussion avec le parc marin La Mer de Corail qui sont dans un renouvellement de leur plan de gestion et souhaitent utiliser le standard de la liste verte pour renouveler, pour s'en servir de base pour le renouvellement de leur plan de gestion et pour après, dans un deuxième temps, s'engager dans un processus de candidature. Une mise en réseau et de coopération renforcée à grande échelle. Donc, on pêchait un peu là-dessus ces dernières années. Donc, on est en train de redynamiser le réseau francophone. Il y a un réseau hispanophone qui est très dynamique. Et il y a aussi, au niveau de l'IUCN international, une redynamisation de la liste verte et des réseaux, notamment à travers voilà, de l'animation de réseaux dans l'océan Indien, dans les Caraïbes. Donc voilà, ce sont des éléments qui sont aussi en train de se restructurer, de se remettre en marche. Et des retombées médiatiques et une valorisation du travail accompli. Alors pour ça, le plus simple, c'est peut-être de vous montrer quelques articles qui ont eu lieu dans la presse sur la liste verte. Donc, je crois que j'arrive à la fin. Oui, on a quelques ressources si elles vous intéressent. Donc, sur l'essentiel de la liste verte, 10 questions voilà, qui complètent un peu la présentation que je vous ai faite sur comment fonctionne la liste verte et qu'est-ce que la liste verte. Et puis, on a aussi rédigé un guide de candidats à la liste verte des aires protégées et conservées de l'UICN. Donc, si ces ressources vous intéressent, évidemment, on pourra vous les transmettre. Et elles sont aussi disponibles sur le site du Comité français de l'UICN. Donc voilà, je crois avoir fini. Et merci pour votre attention. Et puis, je m'excuse d'avoir un petit peu débordé pour cet exercice. Pas de souci. Merci beaucoup, Erwan, pour la présentation. Effectivement, on pourra vous mettre, je pense, la présentation à disposition et puis on pourra vous remettre le lien aussi vers les ressources qui ont été mentionnées. Est-ce que vous avez des questions sur le dispositif ou des besoins de précision? On a du temps pour prendre quelques questions. Moi, j'ai une petite réflexion, Erwan, c'est concernant la notion de une conservation réussie. Mm. Je mettrais plutôt optimisé, quoi. Une conservation optimisée. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, une conservation réussie en fonction des pressions existantes et des pressions qu'on maîtrise ou pas, Mm. style notamment le changement climatique, par exemple, ça risque d'être. Enfin, voilà. Bah, Aujourd'hui, c'est... c'est bien ce qu'on nous demande, c'est d'améliorer une Mm. conservation, enfin, d'essayer d'optimiser une conservation et d'aller plus loin. Voilà. Ouais. Non, c'est toute la problématique. Par exemple, on reprend souvent l'exemple de la Grande Barrière de Corail. Aujourd'hui, les gestionnaires ont beau faire un travail formidable. À terme, l'avenir de la Grande Barrière de Corail n'est pas entre leurs mains. Et justement, la liste verte voulait aussi
insister sur le fait que malheureusement, un site comme la Grande Barrière de Corail, aussi bien géré qu'elle puisse être, pourrait ne pas avoir en fait le label de liste verte parce qu'elle n'arriverait pas finalement à préserver la valeur cible. Donc c'est aussi, au-delà de l'optimisation, c'est vraiment arriver à démontrer l'impact positif et avoir des résultats. Donc, bon, C'est bien l'objet de ma réflexion, hein. C'est Hmm. que quelque Ouais. part, les indicateurs sont quand même construits. Hmm. On n'a pas enfin, on a peu d'indicateurs prédéfinis pour savoir que la conservation est bonne ou pas bonne. Hmm. Donc, c'est à nous de les construire aussi par unité Hmm. paysagère. Et aujourd'hui, voilà, on n'a pas de vérité sur beaucoup de choses quand même. Hmm. Et du coup, la liste verte le prend quand même en compte. Ouais. Enfin, Merci Guillaume. Ouais, vas-y, Jérémie. Oui, bon, c'est très intéressant. Je me pose évidemment la question de la bonne échelle, parce que si je me projette sur mon territoire, on peut évidemment réfléchir à l'échelle d'une réserve naturelle régionale, où là, évidemment, on va assez facilement et rapidement cocher toutes les cases, mais on aura peut-être un impact un peu moindre. Si on élargit au site Natura, voire au grand site, pourquoi pas, euh, on va cocher peut-être des cases de manière moins évidente, mais avec un impact plus fort. Donc voilà, où est-ce qu'on met le curseur? C'est pas évident. Oui, alors la liste verte, normalement, c'est vraiment pour tout statut d'aire protégée possible. L'intérêt, c'est de regarder finalement par rapport aux objectifs de gestion, est-ce que notre gestion, elle est cohérente, est-ce qu'on arrive à atteindre ces objectifs de gestion. C'est pas, on n'est pas sur de la reconnaissance, par exemple, d'une zone de protection forte en disant bah, je suis liste verte, donc forcément je suis sur une zone de protection forte. Non, c'est plutôt je suis à un PNR, je me suis fixé tel type d'objectif. Oui, en fait, mon aire protégée permet d'y répondre et j'arrive à y répondre via la gestion. Aujourd'hui, on a un site Natura 2000 en mer, donc la baie de Seine occidentale, qui est liste verte. On a un PNR, le PNR du Vosges des Nord, qui est reconnu aussi, qui est labellisé liste verte. Et on a aussi bah voilà, des réserves naturelles régionales, des réserves naturelles nationales. On a des parcs nationaux aussi. Alors, c'est plutôt les cœurs de parcs nationaux. Et c'est vrai que c'est toute la difficulté, c'est bah, plus on a un territoire qui est grand avec des enjeux divers et complexes, plus l'atteinte de ces objectifs pour être aussi, de ces critères pour être complexe. Ouais. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question, Jérémie, ou... Oui, oui, merci. Ok, C'était juste une super. remarque. Guillaume, tu veux compléter? oui, pour compléter, en fait, l'avantage de travailler avec l'UICN et nous, par exemple, pour la RNCFS d'Orlu, on s'est rapproché des tableaux de bord qu'avait le PNP. Et du coup, ça permet d'avoir une certaine cohérence au niveau des indicateurs et de pouvoir se rapprocher. Donc, on se retrouve un peu moins seul et on peut donner un peu plus de cohérence au niveau des indicateurs. Et en même temps, on a un modèle à suivre, ce qui nous permet de nous aider. Merci beaucoup, Guillaume. Il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que Guillaume, tu veux compléter un peu ton témoignage sur comment ça s'est passé pour la RNCFS? Alors, nous, c'est un renouvellement qu'on a eu là cette année. Euh, alors, Orlu, c'est une RNCFS. Du coup, les RNCFS n'ont pas d'obligation d'avoir de plan de gestion, par exemple. Ce qui en soi, on a un plan de gestion, enfin là, on l'a renouvelé, hein, on est quand même au 4e plan de gestion. Donc, alors, je travaille à l'OFB, pardon. Du coup, je coordonne les réserves gérées ou co-gérées par l'Office français de la biodiversité au niveau de l'Occitanie. Donc, on a 4 réserves, hein, les Stagnoles et Jujol en tant que RNN et co-gestionnaire, et le Caroutes et Orlu qui sont 2 RNCFS. Le Caroutes est en co-gestion et Orlu est en gestion complète. Par contre, le territoire appartient à une commune. De ce fait-là, on a un bail, et donc on a quand même une forte empreinte au niveau de l'ancrage territorial sur Orlu.
qui est non négligeable. Donc, vis-à-vis du renouvellement, en fait, on était assez sceptique pour le renouveler, dans le sens où, moi, je commencerai par la fin de la présentation d'Erwan, c'était quelle était la plus-value aujourd'hui de pouvoir intégrer la liste verte. On a eu une opportunité, c'est qu'en fait, le plan de gestion était caduque en 2023, du coup, on a renouvelé tout le plan de gestion. Ça a été une forte volonté. Aujourd'hui, l'Office français souhaite qu'il y ait tous les plans de gestion dans l'ensemble de ses réserves nationales et sous le modèle CT88. Je pense que c'est super important en fait, parce que ça joue aussi dans l'implication qu'on a pour la construction de la liste verte. Du coup, ce qu'on avait fait, nous, c'est que, alors, à Orlu, on a un ingénieur à 40% et un conservateur à 100%. Et on travaille avec l'Observatoire de la montagne qui travaille, enfin, c'est une unité de la commune d'Orlu en termes de convention. Donc, on a monté une équipe, en fait, on a embauché un CDD de 10 mois et on a pris un stagiaire de 6 mois. Donc, l'avantage, c'est qu'on a travaillé en parallèle sur la construction du plan de gestion et celle du renouvellement de la liste verte. Et j'en viens parce que c'est super important, en fait, le fait. Moi, je prendrais l'inverse quand même, hein. Le CT88 aujourd'hui est un modèle assez fort qui pousse les plans de gestion à être relativement larges. Le fait d'avoir un plan de gestion en CT88, ça facilite fortement la candidature de la liste verte. Le but étant de ne pas évaluer 15 fois les trucs, quoi. C'est-à-dire que les indicateurs qu'on retrouve dans la liste verte soient dans le plan de gestion ou inversement, sachant que le plan de gestion, il est pour 10 ans. Donc, un des avantages, c'est que le fait d'avoir un bon plan de gestion, ça permet de travailler sur la liste verte. En version CT88, je pense, parce qu'il prend les choses beaucoup plus larges. Et aujourd'hui, sans plan de gestion, je pense que un an, c'est compliqué de répondre à la liste verte réellement si on part de zéro. Du coup, on a eu de grosses discussions avec l'UCN concernant ce renouvellement, hein, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça nous a apporté, etc., étant donné qu'aujourd'hui, il n'y a pas de financements qui sont liés à la liste verte. Et je dirais, il y a peu de signalétique sur site également. Donc, en effet, c'est une valorisation par rapport au site Internet, etc. Mais ça nous semblait important aussi que l'investissement qu'on pouvait fournir, qu'il y ait une retombée sur le site, enfin, et que le label serve vraiment à quelque chose. Donc aujourd'hui, on travaille avec l'UCN pour essayer d'avoir une signalétique sur le site. Qu'est-ce que ça implique la liste verte et qu'est-ce qu'on y gagne? Enfin, ça nous semblait important que les gens retrouvent ça. Enfin, et d'autant plus, je pense qu'on peut le retrouver là où on a une gouvernance locale et notamment vis-à-vis des collectivités. Donc nous, par exemple, sur Orlu, c'est le partenaire, c'est le propriétaire qui était très motivé au départ sur le fait de vouloir renouveler la liste verte, que ce soit marqué, etc. Maintenant, c'est aussi dans la stratégie des réserves pour l'OFB, mais ouais, c'était pas gagné au départ. Donc aujourd'hui, on essaie de travailler pour qu'on retrouve une signalétique sur site et qu'il y ait une vraie plus-value. Une autre plus-value par rapport à la liste verte, c'est qu'en fait, les plans de gestion à évaluer tous les 5 ans, enfin nous, le plan de gestion, c'est sur 10 ans. Donc, on a une évaluation intermédiaire à 5 ans. C'est parfois un peu long. Donc, je dirais que pour moi, la plus-value, c'est qu'au moins on mette la tête dans le guidon tous les 2 ans et demi et qu'on voit où on en est, ce qui nous permettra d'aller beaucoup plus vite quand on fera une évaluation à 10 ans, quoi. Ces points d'étape, il me semble assez important parce que le dernier plan de gestion, on a eu un gros problème au niveau des évaluations.
Et on le retrouve dans plusieurs sites de l'OFB, hein, dans plusieurs réserves où les évaluations se passent pas forcément très bien parce que le pas de temps est beaucoup trop long sur 10 ans. Soit les équipes ont tourné, soit il y a peu d'écrits, soit on a perdu des choses, soit, enfin, voilà. Du coup, je pense que ça peut être important d'évaluer la conservation, surtout qu'aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de choses évoluent très rapidement. Et je pense que les points d'étape tous les 2 ans et demi, c'est intéressant. Voilà. Après, le pas de temps, en effet, sans plan de gestion, je pense que c'est 1 an, c'est court. Voilà. Du coup, aujourd'hui, on demande une valorisation à l'UCN et qu'on Et, soit affiché un petit peu. Et c'est aussi de remettre en cohérence tout ça. C'est que, voilà, il y a un vrai impact, c'est intéressant. Maintenant, il faut y trouver quelque chose à y gagner. Ouais. C'est la vraie plus-value. et d'ailleurs, Guillaume, je crois que tu n'es pas Oui, le oui. seul à nous le demander, on, on y travaille, et, ouais, avec toi d'ailleurs, notamment. Mais Oui, 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 c'est un ça travail que fait je fais partie avec des points. Laurie. Ouais. Mm. Et ça me semble essentiel pour que le label fonctionne, parce qu'aujourd'hui, on a un tas de labels qui peuvent arriver, on s'y retrouve plus, il n'y a pas de communication, enfin, il y a des vrais problèmes de site. Voilà, enfin, ça me semble important qu'on puisse communiquer dessus. Sinon, enfin, les diplômes, on peut se les échanger, mais ça sert pas à grand-chose. Voilà, après, il est vrai que par rapport à l'OFB, depuis la fusion et l'ONCFS, on a changé, enfin, on a fait évoluer la stratégie par rapport aux réserves. Et en effet, la notion de gouvernance, l'ancrage territorial, etc., qu'on doit prendre en compte maintenant, beaucoup plus que ça ne l'a été, ça nous a fait fortement évoluer. Donc, en effet, ça a aidé pour entrer dans la liste. Et après, Merci. je reviens sur les indicateurs. On reste sur globalement pareil sur toutes les réserves, c'est-à-dire, et là, je rejoins les PNR, hein, c'est d'avoir des indicateurs qu'on puisse s'échanger. Et du coup, qu'on puisse évaluer notamment la notion de conservation en fonction de ce qu'on fait, quoi. Merci Guillaume. Est-ce que vous avez des questions en particulier sur ce témoignage, ce retour d'expérience? Quelque chose à compléter? Après, on aura aussi Frédéric qui est là avec nous, qui nous fera aussi un petit témoignage pour la réserve de Cerber-Banyuls. Mais si déjà vous avez des questions pour Guillaume, qui en plus doit se déconnecter après pour participer à une autre réunion, donc il ne pourra pas être là sur la fin des échanges, donc n'hésitez pas. Eh ben, s'il n'y a pas de questions, Frédéric, je te propose de continuer avec, de compléter avec ton point de vue ou ton retour d'expérience sur cette labellisation. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez bien. C'est bon au niveau du son. Très bien. Donc, moi, je me présente. Je suis Frédéric Cadenne. Je suis le conservateur de la réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls, donc dans les Pyrénées-Orientales, au sud du département, à frontière espagnole. Donc, nous, c'est une réserve qui a cette année 50 ans. Elle a été créée en 1974. Avec un fonctionnement un peu particulier au début de la création. C'est une réserve uniquement marine qui fait 650 hectares, une réserve naturelle nationale qui fait 650 hectares uniquement de mer, avec une zone de protection renforcée, un cœur de nature de 65 hectares. Et donc, cette réserve, elle est gérée par le département des Pyrénées-Orientales depuis 1977, donc très rapidement après sa création. Et donc, nous, on a essayé de développer le site en aménageant, parce que aménager milieu marin, c'est toujours assez complexe. Dès 2014, on a été sollicité par l'UICN pour figurer sur les premières labellisations liste verte. Et donc, on a été site pilote sur la création de ces listes vertes, en fait. Donc, on a été fortement accompagné au début. Et je dois dire qu'en 2014, l'évaluation, elle était beaucoup plus légère que ce qu'elle est aujourd'hui.
puisque, bon, à force d'évoluer, des critères ont été mis en place, des critères supplémentaires, un accompagnement supplémentaire a été mis en place. Et c'est pas plus mal parce que c'est important de répondre à tous ces piliers-là, ces 4 piliers. Donc, labellisé en 2014, je crois qu'on était 10 sites en France en 2014. On a été renouvelé en 2019 une première fois. Et cette année-là, en fait, en fin d'année 2023, nous avons été renouvelés pour la 3e fois. Donc, moi, ce que je peux témoigner par rapport à cette labellisation ou à ces labellisations-là, c'est que ça peut être une sacrée plus-value en fait pour une réserve naturelle ou un parc. Parce que c'est un gage de qualité. Il y a énormément, on l'a vu dans la présentation, il y a énormément de critères à remplir. Ces critères, ils sont importants parce qu'ils peuvent nous accompagner après sur tout un tas de documents et notamment des plans de gestion. Ça, c'est intéressant parce que c'est un énorme travail. Ça, je ne veux pas le cacher. Il ne faut pas le cacher parce que c'est vraiment un gros travail. Mais de toute façon, on en retirera des bénéfices plus tard. Parce que on remplit tout un tas de critères. On a un tableau avec, je crois, de mémoire, 51 critères à remplir. Ils ont été un peu revus. Il y en avait un peu plus, je crois, par le passé. Il y en a qui ont été synthétisés. Mais ça sert pour tout un tas de documents. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et nous, ça nous a fortement servi. C'est une manière supplémentaire aussi d'évaluer le site. On peut le voir, on a les plans de gestion, mais c'est une manière aussi de se poser les bonnes questions. Et nous, ça nous a permis d'aller vraiment dans le détail. Et rien que pour ça, je tiens à remercier le comité français, l'UICN. Alors, Laurie, qui est pas là, mais aussi les accompagnateurs, tous les accompagnateurs, parce qu'ils ont été à l'écoute. Donc ça, c'est à souligner aussi, hein, parce que c'est important d'être accompagné. Nous seuls, comme ça, sans cet accompagnement, ça aurait été très compliqué parce qu'on a chacun nos actions et nos missions. Donc, ça déjà, si un organisme doit rentrer dans ce processus-là, ben, sachez qu'il est accompagné. On a des gens qui sont impliqués à l'UICN, donc ça, vous pouvez y aller sans aucun problème. C'est aussi une valorisation pour nos élus ou pour nos partenaires, parce que ben, quand vous êtes une réserve naturelle ben, gérée par le département DPO, forcément, il y a tout un tas d'acteurs qui gravitent autour de cette réserve. Et c'est un moyen, en fait, de communiquer positivement sur la gestion de la réserve, puisque c'est un label qui félicite la bonne gestion du site. Et donc, ça nous permet de le valoriser. Et après, lorsqu'on fait des démarches pour des demandes de subvention ou autres, le fait d'être labellisé UICN, c'est un critère de qualité supplémentaire. Et nous, quand je dis que ça a été important pour nous, et notamment ce renouvellement de l'UICN qui date de fin 2023, il a été essentiel parce que nous sommes engagés dans un processus d'extension du périmètre de la réserve. Donc, le département souhaite étendre le périmètre de la réserve. Je vous le disais en introduction, il fait 650 hectares. Et on souhaiterait, après une grosse démarche de concertation, une démarche de concertation qui a duré 17 mois, avec les différents acteurs et partenaires de la réserve, on souhaite étendre le périmètre de plus de 1000 hectares. Donc, on va passer de 650 hectares à 1680, avec 2 zones de protection renforcées supplémentaires de part et d'autre de la réserve actuelle. Donc, il y a eu un gros travail. Et ce travail-là, au sein des ateliers, des différents ateliers, différentes interventions auprès du grand public, on s'est appuyé sur ben, les différents critères de cette liste verte.
Ça nous a aussi permis d'alimenter notre plan de gestion et d'ajuster notre plan de gestion, puisqu'on était en plus en plein renouvellement de notre document de gestion. Et donc, ça a été beaucoup d'énergie sur ces critères-là. Un évaluateur qui nous a fortement accompagnés, je vais le citer parce que on a été bien accompagné par Gilles Landrieux. Donc qui nous a aidé, qui est venu sur site, parce que ça fait partie aussi des conditions de renouvellement, d'avoir une visite de l'évaluateur sur site, après avoir rempli tous ces critères et d'avoir eu un échange très étroit avec l'évaluateur. Cette personne est venue sur site rencontrer tous les acteurs locaux. Alors pour nous, il a rencontré les 2 maires des communes concernées, puisqu'on est sur 2 communes. Il a rencontré le président du conseil scientifique, il a rencontré des usagers, des pêcheurs professionnels, des pêcheurs de loisirs, des plongeurs. Donc, il a fait un gros travail à ce niveau-là. Et ça nous a permis aussi d'avoir un retour un peu du ressenti, parce que le gestionnaire ne participe pas à ces entretiens. Et donc, lorsqu'il fait le bilan, ça c'est intéressant parce qu'au moins on a des informations qui nous servent et qui nous ont servi justement pour ce projet d'extension. Donc, on s'est beaucoup appuyé dessus. Après, ça, j'allais dire, c'est vraiment la plus-value que nous apporte cette liste verte. Après, je dois souligner en fait l'aspect un peu, c'est pas négatif, mais ce qui peut être un élément bloquant, ce que je peux entendre, c'est que c'est un travail très important. Alors, vous avez compris, hein, nous sur Cerber News, on n'a pas une grosse équipe. On était en pleine évaluation et construction du plan de gestion pour 10 ans, parce qu'on a maintenant un plan de gestion pour 10 ans. On était en pleine démarche d'extension du périmètre de la réserve et est venu se rajouter ce renouvellement, mais on ne pouvait pas faire autrement dans la mesure où on avait engagé une démarche d'extension. Donc, ça aurait été malvenu de ne pas entamer cette démarche de renouvellement de la liste verte pour la 3e fois, parce qu'encore une fois, c'est une plus-value. Mais c'est un énorme travail. C'est un énorme travail pour une labellisation pour 5 ans. Alors, certains sites, j'ai entendu l'intervenant précédent, hein, sur certains sites, ça permet de recadrer un modèle de gestion au bout de 2 ans et demi au niveau de l'évaluation à mi-parcours. Mais moi, je trouve que ça passe très vite, 5 ans. Une évaluation à mi-parcours, 2 ans et demi, ça passe encore plus vite. Et donc, lorsqu'on a fait notre présentation avant la 3e labellisation, moi, j'ai demandé pourquoi ne pas travailler sur une labellisation à 10 ans, avec une évaluation à mi-parcours à 5 ans. Parce que les critères sont tellement précis et ça me paraissait important d'avoir ce pas de temps-là. Parce que ça demande une forte mobilisation des agents. On rajoute, on l'a présenté dans le précédent présentation d'Erwan, on a le tableau NECO qui prend du temps, où on a sollicité les différents partenaires. Donc voilà, c'est un travail important. Et puis, je pense que derrière tout ça, vu le travail, vu ce que ça nous apporte, ça mérite d'être. On mérite de communiquer dessus. Alors nous, on va communiquer dessus pour les différentes raisons que je vous ai expliquées, le projet d'extension et tout le reste. Mais je trouve qu'on peut mieux faire au niveau de la communication. Et ça, j'en ai parlé avec Laurie. Hein, on en parle souvent. Il y a des panneaux, il y a des projets de panneaux qui sont en cours. Des panneaux communs que tous les sites labellisés auraient, sur lesquels on viendrait y rajouter la griffe de notre site et ça permettrait de communiquer parce que c'est vraiment une plus-value. Moi, je le vois au quotidien. Voilà très rapidement ce que je peux dire sur la liste verte. Ça fait maintenant la 15e année hein, qu'on y est dessus. Donc voilà, mais c'est un travail important. Moi, j'ai dû mobiliser Virginie Hardman chez moi, qui est la responsable scientifique du site. On a mobilisé le conseil scientifique, donc voilà, mais ça mérite
les efforts, c'est vrai que ça mérite de le faire parce que c'est une plus-value. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric, pour ce retour effectivement très complet. Mais c'est vrai que si ça fait 15 ans que vous êtes dessus, à force, vous devez bien connaître. Est-ce qu'il y a des questions là sur ces 2 retours d'expérience ou sur celui-ci en particulier, puisque Guillaume a dû se déconnecter? Et du coup, dans ton retour d'expérience, tu disais que c'était très intéressant, mais un peu lourd comme démarche et que vous l'aviez faite conjointement avec la réécriture du plan de gestion. Mais comme l'un alimente l'autre, est-ce que du coup, tu verrais ça plutôt comme une bonne opportunité quand on est en renouvellement de plan de gestion ou ça fait quand même moins de travail si les deux sont décorrélés? Non, c'est une bonne opportunité parce qu'encore une fois, j'ai été accompagné par Gilles Landrieux qui m'a vraiment aidé et ça m'a permis, ça c'est important d'avoir un évaluateur impliqué, hein. Alors nous, ça a été le cas. Je pense que l'UICN choisit ses évaluateurs et on a des évaluateurs impliqués. Moi, j'ai eu Gilles Landrieux qui m'a accompagné, qui m'a débloqué des situations. On a beaucoup échangé et ça m'a permis d'alimenter à la fois le plan de gestion et surtout le projet d'extension de la réserve, puisque ça tombait à la fois, comme je disais, bien et mal. Ça tombait dans ce projet d'extension qui est une grosse démarche, hein, d'étendre un périmètre d'une réserve naturelle. Mais on s'est appuyé ben, sur, lorsqu'on voit les différents piliers, la gouvernance, la planification, donc ça nous a permis de voir comment était gérée cette réserve naturelle et de le partager auprès des partenaires. La conservation réussie avec les résultats obtenus, ça on l'a valorisé pour justement étendre enfin, de travailler sur l'extension du périmètre. Donc voilà, ça nous a servi, mais c'est un gros travail et on est content d'y être passé et d'être soulagé maintenant et de se consacrer à ce projet d'extension puisque les dossiers ont été déposés dernièrement. Voilà. Pour information, les accompagnateurs, en fait, pour rebondir sur ce que disait Frédéric, les accompagnateurs sont les membres de ce groupe d'experts liste verte. Et pour intégrer ce groupe d'experts liste verte, il faut démontrer aussi une expérience dans la gestion des aires protégées. Donc, je vois qu'il y a plusieurs collègues de RNF autour de la table, enfin, qui travaillent sur les réserves naturelles. On a Emmanuel Michaud, par exemple, qui fait partie de ce groupe d'experts. On a aussi Anne Bourges, par exemple, ancienne directrice du réseau des grands sites de France. Donc voilà, on a des profils aussi qui sont assez diversifiés. Voilà, normalement, je ne crois pas que la liste soit déjà disponible sur notre site internet, mais d'ici cet été, on va avoir une mise à jour de notre site, de nos pages web, notamment liste verte, avec la liste des experts de ce groupe de travail. Et les experts, ils passent combien de temps? Enfin, c'est un expert qui est dédié à un dossier, un rapporteur qui est dédié à un dossier, et du coup, il a du temps fléché pour cet accompagnement. Voilà, normalement, ils passent entre 1 à 3 jours sur site. Maintenant, on essaye aussi de faire autant que possible des binômes pour que les experts puissent, vu qu'on a des profils différents, qu'ils puissent se compléter lors de la venue sur site. Et en général, après ces 2, 3 jours sur site, ils passent en général au moins une semaine de rédaction sur l'évaluation. Et puis après, il y a la réunion du groupe d'experts liste verte où ils présentent leur évaluation. Ouais, nous, ça a été le cas, hein. Il a passé 3 jours, je crois, mais c'est très intense hein, parce que bon, on avait fait un gros travail avec Gilles pour planifier les entretiens, mais c'est vrai que on a été des fois très très tendu parce que c'est des entretiens individuels. Et ce que je disais sur lequel le gestionnaire n'est pas associé, mais ça permet d'avoir vraiment quelque chose de neutre hein, entre l'évaluateur et la personne et la personne qui participe à cet entretien. Donc, nous, on a eu les maires des communes, des pêcheurs professionnels qui auraient peut-être pas forcément le même discours quand on est autour de la table.
des pêcheurs de loisirs, des plongeurs. Et donc, mais ça a été plutôt positif et ça permet justement des fois de réajuster certains points. Et c'est vrai que le travail de l'évaluateur est hyper important et encore une fois, je les remercie parce que nous, ça nous a permis d'adapter plein de petites choses sur lesquelles on n'avait pas pensé. Et est-ce qu'il n'y a pas de questions? Je ne vais pas monopoliser la parole, mais du coup, ça me fait penser, je sais qu'il y a un lien, et ça a été souligné, qui est assez fort entre la méthodologie CT88 et puis le fait d'être labellisé liste verte. Il y a un travail qui se fait pour que les deux démarches puissent se faire en bonne intelligence. Est-ce que c'est aussi le cas sur les démarches, une démarche qui est portée par RNF sur le diagnostic d'ancrage territorial? Parce que justement, on parle de ces questions un peu neutres d'un évaluateur pour avoir un peu des retours sur la perception de la gestion de la réserve. Est-ce que c'est fait aussi avec cette méthodologie de RNF? Effectivement, on a un tableau de correspondance entre les indicateurs liste verte et la méthode CT88. À ma connaissance, ce travail n'est pas entamé sur l'ancrage territorial. Là, je vous avoue, je préférerais voir avec Laurie, c'est elle qui a cette info. Mais voilà, en tout cas, on a bien un tableau de correspondance entre CT88 et liste verte. Euh, et on l'a aussi avec d'autres types de rapportages, hein, comme bon, là, c'est plus les biens patrimoine mondial, mais avec le rapport périodique, par exemple. Donc, on a plusieurs tableaux de correspondance pour faciliter le remplissage de la liste verte. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions parmi les participants ou des remarques, des interventions? Après, nous, on souhaitait un peu pour conclure ce petit temps de webinaire et de présentation, du coup, euh, voir un peu votre intérêt à éventuellement vous engager dans la démarche. Donc là, surtout si vous ne connaissiez pas du tout le label, l'information est un peu... enfin, c'est tout frais, mais du coup, est-ce qu'il y a une volonté pour certaines des personnes qui sont là, qui avaient assisté à la présentation, de vous engager dans la démarche et aussi pour faire le lien avec du coup les besoins d'accompagnement que vous pourriez avoir en Occitanie si vous vouliez vous engager dans cette démarche, et un appui technique ou une formation spécifique parce que là c'était du coup une présentation un peu générale de qu'est-ce que c'est que la liste verte, qu'est-ce que ça peut apporter. Après, s'il y a un souhait de s'engager dans la démarche, il y a des modules de formation. Enfin, tu me corriges, Erwan, hein, mais il me semble que Laurie travaille sur la mise en place d'une formation un petit peu plus longue pour aider les gestionnaires qui sont dans le début de la démarche liste verte. Donc voilà, on voulait voir si en Occitanie, il y avait un intérêt ou un besoin. Et du coup, l'idée de ce webinaire, c'était aussi un peu de tâter le terrain. Donc, si vous aviez des retours là-dessus, on serait intéressé. Je t'écoute, Jérémie. Oui, alors moi je suis très intéressé. Cela étant, on s'est engagé là en début de printemps dans Nature Adapt pour nos deux réserves naturelles régionales. On espère enchaîner sur un DAT en 2025 pour l'ensemble de nos sites. Et donc, j'imagine assez facilement qu'on puisse s'engager dans la démarche à partir de 2026, probablement pas avant, parce qu'on ne peut pas être sur tous les fronts. Mais enfin, en tout cas, moi, ça m'intéresse beaucoup. Et du coup, la question vient aussi pour Nature Adapt. Je ne sais pas si aussi il y a des passerelles qui commencent à se faire. Enfin, même si ce n'est pas tout à fait les mêmes objectifs, j'imagine que le changement climatique s'est pris en compte aussi sur la liste, dans les critères de la liste verte. Enfin, la prise en Oui, compte du changement climatique. oui, sur le changement climatique, il y a des indicateurs sur cette thématique-là. Ouais. Après, pareil, on n'a pas fait un travail aussi approfondi que pour le CT88 et diagnostic de correspondance, enfin, matrice de correspondance. Mais je sais que notamment les collègues de la RNR avaient capitalisé sur tout le travail qu'ils avaient fait sur la liste verte pour se lancer dans Nature Adapt. Alors là, ce serait l'inverse, ce serait capitaliser sur... merci beaucoup, Frédéric. Ce serait capitalisé sur Nature Adapt pour la liste verte. Mais oui, effectivement, il y a une partie changement climatique.
Merci à vous tous. Je profite de ce petit arrêt. Merci à vous et n'hésitez pas, comme je marquais sur le Merci. chat, n'hésitez surtout pas. Bonne continuation. Merci beaucoup, Merci. Frédéric. Merci. Et merci Jérémia. Est-ce que dans les autres participants, Moi, je veux bien dire un truc. Je sais pas comment le dire. Nous, c'est vrai que c'est plutôt des petits sites. En fait, on est plutôt en recherche de reconnaissance de ce réseau, de ces sites. Donc, c'est un peu pour ça que je suivais ce webinaire. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le temps, le temps nécessaire et surtout, c'est pas ponctuellement, quoi. C'est pas une année où il faut, ou même 6 mois où il faut donner un coup de collier. C'est que tous les 2 ans et demi, il faut revenir dessus. Je sais pas si j'arriverai à convaincre, peut-être c'est spécifique au réseau chasse, mais c'est vrai que nous, on est plutôt dans l'action et justifier de toujours s'auto. Je remets pas en cause, hein, je pense que c'est très bien, mais c'est spécifique peut-être à notre réseau. Je pense que ce sera difficile de faire passer que tous les 2 ans et demi, il faut repasser du temps ou tous les 5 ans, il faut repasser du temps pour ça. Après, comme je disais, au moins pour le coup, c'est une super reconnaissance. J'avais une interrogation parce qu'il me semblait, j'avais quand même parcouru un peu des infos sur Internet et il me semblait qu'il fallait déjà avoir une reconnaissance en aire de protection forte, mais c'est pas ce que j'ai cru comprendre tout à l'heure. Non, il ne faut pas être reconnu aire de protection forte. Ah bon, Il super. faut être une aire protégée. En fait, l'intérêt, c'est lorsqu'on a liste verte, ça ne veut pas dire qu'on a un niveau de réglementation d'une réserve biologique intégrale. Pas du tout. Ça veut dire que notre gestion, elle est cohérente par rapport à nos objectifs et à notre statut d'aire protégée. C'est pour ça qu'on a à la fois des PNR, on a un parc marin. Enfin, donc voilà, c'est vraiment. Enfin, si vous êtes familier avec les catégories UICN, on a la catégorie 1, les plus réglementaires, les plus strictes, jusqu'à 6 où on est plus sur des objectifs de développement durable. Il n'y a pas de, entre guillemets, de classification de valeurs de 1 à 6. C'est juste de dire, bah, c'est toutes les aires protégées peuvent être liste verte, aussi bien celles qui ont des objectifs très contraignants et très stricts par rapport aux activités humaines, que celles qui sont plus sur une orientation euh, enfin pardon, d'articulation avec du développement durable. Mhm. Bon, alors, il y a déjà, nous, ça, c'est le premier travail qu'on doit mener, c'est que pour l'instant, on n'a pas de statut. On a une maîtrise foncière, mais pour l'instant, on n'arrive pas enfin, il faut on va l'étudier justement, c'est comment obtenir un statut air protégé. Ça passera peut-être par rentrer dans d'autres statuts réglementaires qui sont déjà existants. Donc voilà, Ah, pour nous, ce sera pour plus tard. Je le garde en tête et effectivement, ça peut animer dans notre démarche de mise en gestion environnementale du réseau, voilà, d'intégrer les critères dès maintenant pour que ce soit plus facile si un jour on veut se positionner. Ce sera certainement plus facile et puis ça améliorera du coup la qualité de la gestion dès le départ. bah, peut-être ce qu'on peut faire, c'est, si ça vous intéresse, ne serait-ce que par curiosité, jeter un œil dessus, c'est l'IBEX que j'ai cité, c'est cet outil d'auto-évaluation qui reprend les différents critères. On peut vous le transmettre et comme ça, si vous jetez un œil dessus, ça vous permet d'avoir un peu une idée de ce que ça représente aussi la liste verte en termes de critères et puis d'investissement, avec tout ce qu'on a dit déjà aujourd'hui. Avec plaisir. Comme ça, on rajoutera au CT88 et on aura déjà une gestion qui tiendra la route. C'est déjà ça. C'est quand même le principal, je pense. Après, la reconnaissance, bon, c'est tant mieux, mais déjà, si c'est bien géré, c'est déjà ça. C'était un peu l'idée, hein. C'est aussi ce qu'on a mis enfin, dans le plan d'action air protégée, c'est qu'on a une action sur la liste verte, mais l'idée, c'est vraiment plus de enfin, déjà s'inscrire dans la démarche et avoir connaissance de ces critères et tendre vers ces critères, c'est déjà un Mm. grand pas au-delà du fait d'avoir la reconnaissance officielle, quoi. Mais pour nous, l'intérêt, c'est vraiment, c'est comme c'est un standard avant d'être un label, c'est que ce standard puisse être utilisé autant que possible par ceux qui le souhaitent. Et après, évidemment, le label, entre guillemets, c'est la cerise sur le gâteau.
Mais nous, voilà, notre objectif, c'est que le standard soit le plus diffusé et utilisé possible, quoi. Bon, ça, on diffusera. Merci. Que parmi ceux qui ne sont pas déjà exprimés suite à ce webinaire, là, ça vous a donné des idées, des envies, ou au contraire, ça vous a plutôt découragé? Je ne sais pas, Naïmi, Alix, Camille ou Vincent, s'il y en a qui souhaitent prendre la parole. Bah, Moi, je peux prendre la parole. J'ai pas été forcément découragée. Après, ça me pose vraiment question sur le fait que ça rajoute une couche de travail, on va dire, et notamment avec l'idée de candidature et de réévaluation, etc. Alors que bah, nous, dans notre cas, on a déjà plusieurs sites Natura 2000 à gérer. On a du mal à avancer sur l'évaluation de chaque document d'objectif et sa mise à jour. Donc, ça me paraît un peu, un peu intense de se lancer là-dedans. Après, je sais plus, mais comme en parlait une des personnes en retour d'expérience, oui, si en soi les documents de gestion sont bien établis, ça facilite le travail de candidature. Et c'est peut-être dans ce cas-là que ça pourrait se superposer en termes de temporalité. Mais en tout cas, c'est un outil intéressant et à voir si on arrive à s'en saisir. Et, bah, merci beaucoup pour ton retour, Naomi. Oui, comme je le disais à Lucie, on peut toujours vous diffuser les éléments et après, vous voyez dans quelle mesure vous pouvez vous en saisir si vous le souhaitez. Et oui, effectivement, travail Natura 2000, c'est toujours compliqué quand on est animateur et qu'on doit gérer 3, 4 sites, parfois avec des problématiques, des enjeux différents, avec des documents différents. Enfin bref. Euh, Au revoir, Jérémia. Mais en tout cas, voilà, nous, comme le disait Frédéric, enfin, nous, on est à votre disposition dans tous les cas. Vous n'hésitez pas à nous solliciter. Et puis, bah, je suis tout cœur avec vous sur la gestion des sites Natura 2000. J'ai échangé pas mal avec des collègues Natura 2000 et je me rends compte du volume de travail que ça représente. C'est assez impressionnant. ouais, Vincent, si tu veux intervenir. Je crois qu'il doit brancher son micro d'abord. Oui, il y a peut-être un petit souci de micro, effectivement. Pour l'instant, on t'entend pas, Vincent. Alors, Vincent, il a toujours quelque chose à dire, normalement. Mais il a souvent des problèmes de micro aussi. Alors, est-ce que je peux profiter du blanc du oui, coup en bah attendant que oui, Vincent soit vas-y, après? Camille. Mais Ouais, ouais, avec. en fin de compte, pour dire que je rejoins Naïmi du coup sur le témoignage des animateurs Natura 2000, et effectivement, ça a l'air très intéressant, c'est alléchant, mais ça paraît être une montagne à franchir avant d'arriver à ce type de concrétisation. Nous, on a pareil des docop qui sont vieux. Ça fait partie des premiers docop qui avaient été établis il y a une dizaine d'années. Je ne l'ai toujours pas évalué. Donc, je suis encore loin du CT 88, même si ce serait un objectif pour le futur. Donc, je vois ça plutôt comme effectivement, là, je l'ai compris, un travail à faire en parallèle, associer le CT 88 avec le label. Ça a l'air d'être le plus efficace, mais effectivement, il faut organiser et prendre beaucoup de temps pour y arriver, quoi. Donc, je venais là un peu en curieuse et j'ai appris plein de choses, mais je me sens pas prête du tout à dérouler quelque chose dans le court terme, voire même le moyen. Pour l'instant, c'est pas mûr, quoi. Est-ce que vous Ouais, m'entendez? oui, Vincent, Oui. on t'entend. Ah, ça y est, à force de brancher, rebrancher. Juste un petit commentaire. Donc moi aussi, j'étais en veille, hein, tout simplement à vous écouter. J'ai vu que donc c'était un label avec des critères comme tout label, hein, extrêmement précis. Et pour nos petites affaires audoises, pour le moment, on est plus à essayer de protéger par la réglementation les milieux naturels. On manque malheureusement de réserves naturelles, qui est quand même un haut niveau de protection, les arrêtés de protection biotope. Donc ça, c'est toute la SAP, c'est tout évidemment un travail à faire avec les partenaires. Et pour le moment, moi, je vois pas, avec le contexte que je vous ai présenté, la plus-value que peut avoir une liste verte. Sachant qu'il y a toutes sortes de pressions, comme vous le savez, qui arrivent sur nos milieux, et c'est pas que le changement climatique, c'est aussi l'humain qui fait pas mal de bêtises.
Et là, on le ressent en post-Covid assez, et comme d'autres secteurs, de façon assez importante. Je me permets juste ce tout petit commentaire, si ça peut apporter quelque chose. Non, mais merci beaucoup, Vincent. Nous, ça nous permet surtout de voir si ce qu'on vous a présenté déjà, ça vous parle, et puis si ça correspond aussi aux enjeux que vous rencontrez et la dynamique dans laquelle vous êtes, hein, évidemment. Euh, pour rebondir sur les humains qui font quelques bêtises dans les aires protégées, à titre d'exemple, dans le cadre du parc marin de la Côte Bleue, donc, il y a un projet de parc éolien au large du parc marin, avec des projets de raccordement qui passent dans le parc marin de la Côte Bleue. Et en fait, on a mobilisé le groupe d'experts Liste Verte et le comité français de l'UICN pour faire une lettre au préfet maritime pour alerter sur le fait que c'est un risque de dégradation pour le parc marin de la Côte Bleue et notamment le risque de perte d'un label de reconnaissance internationale. Donc, on va voir. Alors, c'est évidemment, c'est qu'une lettre et puis c'est face à des projets, des enjeux, avec des enjeux politiques forts, mais voilà, on n'hésite pas non plus à se positionner et à essayer de défendre le label tant qu'on peut et à travers le label les sites. Donc, voilà, c'était juste pour rebondir un peu sur ce que vous disiez, sur ce que tu disais, pardon, Vincent, sur ce côté. Les hommes qui font un peu n'importe quoi dans les aires protégées, par exemple. Oui, c'est intéressant aussi de voir effectivement que ça a quand même un petit poids aussi en termes de communication si jamais il y a des retours en arrière ou enfin des problématiques sur l'air protégé après le label, quoi, après la labellisation. Est-ce que on touche au bout du webinaire? Est-ce que Alix ou Anne, vous n'êtes pas exprimé? Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Il n'y a pas d'obligation, je mets personne au pied du mur et sinon après on peut conclure. On vous enverra effectivement toutes les ressources qui ont été mentionnées pendant le webinaire. Vous pourrez aussi prendre connaissance et prendre le temps de digérer toutes les infos que ça amène. Non, j'ai rien de plus à ajouter. Nous, on n'est pas gestionnaire de sites. On a certains sites en propriété foncière avec notamment notre fondation, Protection du patrimoine pêche, qui est une fondation nationale. Donc, on a quelques sites en propriété en Occitanie. Mais en effet, enfin, je rejoins tout ce qui a été dit jusqu'ici. Ça a l'air d'être un travail très, très important. Et du coup, voilà, je prends les infos et on verra plus tard. Merci beaucoup en tout cas pour ces présentations, c'était vraiment très intéressant. Oui, ben merci à tous. Effectivement, voilà, je pense qu'on peut conclure là s'il n'y a pas d'autres questions par d'autres remarques. À moins qu'Erwan, tu veuilles dire encore un mot et Bah, je voulais juste vous remercier d'avoir pris du temps pour nous écouter et puis pour qu'on puisse vous présenter la liste verte. Donc, je réitère le fait que voilà, on est à votre disposition. N'hésitez pas à nous solliciter et on pourra mettre évidemment toutes les ressources qu'on a de disponibles à votre disposition. Et, oui, je pense que oh, ouais, pardon. Oui, je vais non, faire un non, mail et il y aura les contacts, il y aura le contact, ton contact, Erwan, celui de Laurie, celui de Guillaume et de Frédéric, donc qui ont aussi leur expérience dans la démarche. Donc après, voilà, vous aurez les ressources, vous aurez les contacts. Si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter. Et ben voilà, merci à tous et bonne journée, à bientôt. Merci beaucoup. Merci.